pour revenir un peu en arrière, je pense qu'il faut dire que je suis vraiment un produit de la Révolution tranquille, hein. Pour moi, 1960, ça a été vraiment une libération. La fin de l'Union nationale, la fin du régime Duplessis. Ça avait commencé un peu avant avec Paul Sauvé, 3 mois, mais avec Barrette, c'était revenu un peu comme avant. Et donc l'élection du gouvernement Lesage avec René Lévesque et plein d'autres, c'était vraiment un changement et un changement important. Et ce qui s'en est suivi est important aussi. En fait, la fin des collèges classiques, les cégeps, tout ça, c'est arrivé dans les années 60. L'expansion de l'éducation, le caractère beaucoup plus démocratique de l'éducation, en particulier à l'université. Moi, je suis arrivé en plein là-dedans. C'est-à-dire que d'abord, on cherchait des diplômés québécois, donc des gens qui avaient un doctorat, puis on n'était pas nombreux. Et il y avait plein de postes qui s'ouvraient, en particulier à l'Université Laval et ici à l'Université de Montréal. Et c'est là-dedans, moi, que je suis entré. J'aurais pu aller à Laval. J'avais même une offre à UBC. Finalement, j'ai décidé de venir à Montréal. Mais tout ça vient des changements qui sont survenus après 1960. Donc ça, je pense que c'est un point qu'il faut noter. Euh, Au sujet de mes études, comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, je m'intéressais aux Autochtones. Mais quand je suis allé en Colombie-Britannique, j'ai trouvé la situation tellement désolante pour ce qui est des Autochtones. Il y avait quelques mouvements, mais c'était tellement contrôlé par le paternalisme du gouvernement fédéral que je me suis dit, je ne peux pas étudier ça, c'est trop désespérant comme situation. C'est avant, évidemment, le Red Power et tout ce qui est survenu à partir de 1968, en gros. Mais avant 68, les Autochtones dépendaient pour à peu près tout du gouvernement fédéral. C'était le paternalisme total. Je me souviens de Comox, où ils avaient voulu ouvrir un musée avec des objets du potlatch qui avaient été confisqués autour de 1915-1918, dans ce coin-là. Et donc, ils avaient une maison, une grande maison qui pouvait servir de musée. Et on leur a dit non, la couronne ne peut pas aliéner les biens qu'elle s'est appropriés. Évidemment, ça s'est avéré totalement faux à la longue, mais c'est la réponse qu'on leur a donnée autour de 1963-64. Donc, quand il y avait une initiative, on leur mettait les bâtons dans les roues. Et je pense que c'était vraiment la façon dont le gouvernement fonctionnait à l'époque. Ça s'est pas nécessaire, ça s'est amélioré à cause des mouvements autochtones. C'est les mouvements autochtones qui ont fait bouger le gouvernement, parce que sinon le gouvernement n'aurait pas bougé. C'était d'un paternalisme incroyable. Le premier été, l'été 65, quand j'ai travaillé à Ottawa, je travaillais avec les gens du ministère et beaucoup d'anciens militaires, beaucoup d'Anglais d'Angleterre, mais d'un paternalisme incroyable, hein. Mais un paternalisme envers les Autochtones, mais envers les Québécois aussi. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, ah oui, les Québécois, vous n'êtes pas comme ça, mais les Québécois, c'est tous des grands-enfants. Tu vois, ce genre de choses-là. C'est comme, oui, toi, tu n'es pas comme ça, mais les Juifs sont comme ça. C'est-à-dire, c'était la même chose, là. Donc, une espèce de racisme ambiant, là, qui allait de soi, qui n'était pas remis en question. Donc, c'était l'atmosphère qu'il y avait. Et ça m'a beaucoup découragé. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas étudier ça, je vais faire une dépression. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose. Et donc, au Japon. Ma première recherche au Japon était sur la religion populaire. Et ça, c'était vraiment l'influence de mon directeur de thèse, qui m'a dit, il y a un village où il était déjà allé pour faire, il avait fait une recherche sur le culte des ancêtres dans plusieurs villages, et il est allé dans ce village-là. Et il avait dit, ce qui est intéressant dans ce village-là, c'est qu'à l'inverse de plusieurs endroits, les cultes shinto et les cultes bouddhistes sont clairement séparés. Le Shinto, ben, c'est la religion traditionnelle du Japon, la religion indigène, qui a été plus ou moins formalisée pour faire face au bouddhisme qui venait de l'extérieur. Le Shinto, c'est une religion de la vie. Donc, longue vie pour les enfants, avoir beaucoup d'enfants, la prospérité,
assurer la reproduction de ce qui est nécessaire pour la survie des humains, que ce soit le riz à certains endroits. Ici, dans le village où j'étais, c'était le poisson. Donc, c'est une religion qui est centrée là-dessus. Dans les villages au Japon, le bouddhisme est une religion pour les morts. Donc, le bouddhisme, c'est la religion qui s'occupe des morts. Ce qui veut dire que au Japon, jusqu'à maintenant, la grande majorité des gens sont pratiquent à la fois le shinto et le bouddhisme. Mais la religion n'a pas le même sens au Japon, dans le contexte japonais, que ça peut l'avoir dans les religions du livre, si l'on veut, ou les religions avec orthodoxie. Il n'y a pas d'orthodoxie dans la religion japonaise. C'est-à-dire que le Shinto était ouvert au bouddhisme et le bouddhisme a été ouvert au Shinto. Dans la plupart des tendances du bouddhisme au Japon, pas toutes, on verra. Il y a quelques exceptions. Mais donc, il y a une collaboration entre les deux. Dans plusieurs endroits, la collaboration est assez forte. Il y a eu un mélange des deux. Il y a, par exemple, dans certains temples bouddhistes, il y a une espèce de porte qui est associée en fait, au culte Shinto. Je l'ai ici quelque part. Et cette porte-là, on peut la trouver des fois à l'intérieur des temples. Et celle-là. On appelle ça torii. Et donc, cette porte-là, on la trouve dans les temples, mais pas dans ce village-là. Dans ce village-là, effectivement, les deux rites étaient clairement délimités. Il y a un temple bouddhiste dans ce village-là, qui est ici. Ça, c'est l'extérieur, ça, c'est l'intérieur. Avec un moine qui fait partie d'une secte, on appelle ça les sectes, hein? C'est pas des sectes comme on les appelle ici, une des tendances du bouddhisme. Donc, c'est un moine du bouddhisme zen, mais qui fait absolument aucune qui fait pas de zazen, c'est-à-dire de méditation ou non. Il est là pour faire les rites quotidiens pour les ancêtres, mais aussi les rites pour les morts. Donc, les funérailles, mais aussi une fête qui a lieu l'été, qui est la fête des morts, et là où le prêtre a un rôle important. Le prêtre ne doit pas entrer dans le sanctuaire Shinto. Le sanctuaire Shinto, pour lui, c'est un endroit qu'il faut éviter, sauf une fois par année, au Nouvel An. Au Nouvel An, une fois par année, les fêtes du Nouvel An durent 15 jours. Il y a 3 fêtes importantes, le 3, 4, 5 janvier, avant c'était en février. Mais le 10 ou le 11, le prêtre va dans le sanctuaire Shinto, récite des sutras rapidement et s'en va. C'est le seul moment où il peut entrer là. Le sanctuaire Shinto, il y a un prêtre qui est nommé, mais qui lui est un paysan, c'est-à-dire un villageois. Il est nommé pour 3 ans. Mais s'il y a une mort dans la famille pendant ces 3 ans-là, il doit démissionner. La mort, c'est la chose à éviter dans les rites Shinto. Les Shinto, c'est des rites de vie. Et dans les rites de vie, il faut éviter ce qui est impur. Et ce qui est impur au plus haut degré, c'est la mort. Mort des animaux, mais aussi mort des êtres humains. Et donc, quand il y a une mort qui frappe dans une famille, cette famille-là doit, pendant un certain temps, éviter d'aller au sanctuaire Shinto. Donc, il y a vraiment une séparation assez claire entre les deux. Et quand le prêtre Shinto rencontre le moine bouddhiste à l'intérieur du village, il doit faire semblant de ne pas le voir. C'est-à-dire, donc, l'évitement doit être complet, sauf une exception entre les deux. Et lui-même, le prêtre Shinto, ne peut pas aller au temple bouddhiste. Quand il y a des cérémonies bouddhistes, il doit les éviter. Donc, il y a vraiment une séparation assez claire entre les deux. Les rites pour le Shinto, c'est les fêtes du Nouvel An. C'est des fêtes très importantes où il y a des rituels et des rituels particuliers, dont un très intéressant qui est un rituel de tir à l'arc et qui donc a lieu le 4 janvier.
Et il y a tout un symbolisme lié à la flèche l'énergie qui amène la vie et tout. Ce qui est intéressant aussi dans ce rituel-là, c'est qu'à la fin, quand on a tiré toutes les flèches, les enfants se précipitent sur la cible. C'est une cible qui a été faite en écorce ou en minces lattes de bois, et on prend des lattes de bois pour la bonne chance. Donc, les enfants qui réussissent à en avoir vont avoir une bonne année et devraient avoir une longue vie. Donc, c'est pour assurer la longue vie, pour assurer la prospérité, la reproduction des êtres humains, mais aussi des produits naturels. Il y a une autre fête importante qui a lieu, qui est la fête du sanctuaire, qui a lieu au printemps. Donc aussi une autre fête pour la vie. Les rites pour les morts, ben, c'est les funérailles, mais il y a une fête qui a lieu pendant l'été, qui était avant au mois d'août, maintenant au mois de février, mais on fait les deux. Hein. Et c'est une fête pour faire revenir les morts antérieurs, donc les ancêtres, et on fait une danse. Et la danse, c'est pour réjouir les morts, mais ça ne comprend pas les morts de l'année précédente. Les morts de l'année précédente sont dangereux. C'est-à-dire que eux peuvent, si on ne prend pas soin d'eux, ils peuvent devenir des espèces de fantômes qui hantent le village. Donc, il faut des rites et des rites très bien faits pour pouvoir pour faire en sorte qu'ils soient plus dangereux. Et un des rites est assez intéressant, et malheureusement, je n'ai pas de photo, mon appareil photo m'a lâché cette journée-là. C'est un rite dans lequel on met... Il faut que je revienne un peu en arrière. Dans cette fête-là, on a dans le temple des lanternes chinoises qui représentent chacun des morts de l'année précédente. Donc, l'année où j'étais là, il y en avait 5. Ces lanternes-là sont accompagnées aussi de dons pour les morts, c'est-à-dire des fruits, du riz, du saké, etc. Et une journée, donc, dans ces cérémonies-là, on prend toutes les offrandes qui ont été faites, on les met dans un petit bateau, et il faut, pour que le mort soit content, qu'il s'en aille. Il y a une première phase, il faut les envoyer au loin, avant qu'ils reviennent comme des ancêtres bienveillants. Et donc, il faut, pour être sûr qu'ils soient bienveillants, on met tout dans un petit bateau, mais il ne faut pas que le bateau revienne. Si on met le bateau dans la mer, j'ai ici une photo de l'endroit. Je vais la porter. Donc, c'est une baie. Et évidemment, le danger, c'est que si on met le bateau et il revient, parce qu'il y a des courants qui l'amènent vers le port, c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'il y a une personne de la famille du mort qui va mourir. Donc, il faut être sûr que le bateau s'en aille. Ce qu'on prend, c'est qu'on met les petits bateaux sur un bateau de pêche, on sort de la baie, on s'en va dans la haute mer, il y a le courant noir, Kuroshio, qui passe pas loin, et on les met là pour qu'ils s'en aillent au loin. Donc, il faut s'assurer que les morts s'en aillent pour qu'ils ne soient pas dangereux par la suite. Donc, ici, ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, il y a une cérémonie avec les lanternes chinoises qui représentent chacun des morts. Et là, c'est la deuxième cérémonie, c'est qu'on met le feu à ces lanternes-là, et quand elles ont brûlé et qu'elles sont devenues des cendres, on jette les cendres dans la baie. Et là, on est sûr que les morts vont être contents, ne reviendront pas et ne pourront pas amener quelqu'un avec eux dans l'au-delà. L'au-delà n'est pas clair. C'est pas très clair hein, dans le bouddhisme populaire. On sait que les gens s'en vont quelque part, au loin. C'est pas nécessairement un paradis. Ils sont là. Mais ce qui intéresse les morts, c'est les vivants. Et donc, il faut s'assurer que les morts soient bienveillants pour qu'ensuite ils reviennent, ils soient avec nous, mais ils ne soient pas dangereux pour nous. Et toutes ces cérémonies-là ont pour but de faire ça. Il y a deux sortes d'esprits, si on peut dire, qui sont toujours autour de nous. Il y a les ancêtres et il y a les divinités, les kami. Les kami, ils sont dans les arbres, dans les chutes, dans une pierre qui a une forme spéciale, dans le vent. Donc,
la mer, là où les divinités sont le plus présentes, mais aussi les plus dangereuses, c'est en haute montagne et dans la haute mer. Et pendant longtemps, au Japon, on a évité d'aller sur les hautes montagnes parce qu'elles étaient dangereuses. Les seuls qui y allaient, c'était des espèces de chamans qu'on appelait les Yamabushi, qui étaient des gens qui avaient des forces particulières et qui, eux, pouvaient supporter les kami dangereux qui vivaient dans la montagne et même les utiliser à des fins bénéfiques ou maléfiques, évidemment. C'était comme des magiciens, ou des sorciers, c'est-à-dire qu'ils pouvaient donc guérir, mais ils pouvaient jeter des sorts et tout. Donc, la haute montagne, on l'a laissé de côté jusqu'à ce qu'il y ait l'influence allemande après 1868. Les Allemands aimaient bien se promener en haute montagne, et là, on a commencé à se promener en haute montagne aussi. Donc, il y a eu une baisse dans la croyance des divinités dangereuses de la montagne. Donc, ça a été ça, mon terrain dans ce village-là. Je me suis aussi intéressé aux moyens de survie, finalement, des gens dans ce village-là. À l'époque, disons, la source de revenus la plus importante, c'était le bois. On peut avoir ici une idée de... c'est une région dans laquelle il y a eu la coupe du bois et le replanter des arbres depuis le 17e siècle. Donc, c'est vraiment très ancien. Maintenant, il y a une interdiction de coupe du bois dans cette région-là. Donc, on veut reboiser la montagne pour qu'elle soit un peu comme avant. Elle ne sera jamais comme avant parce que les espèces pour le reboisement ne sont pas les espèces qui, naturellement, étaient là à l'époque. Au Japon, il y a vraiment une coupure entre la végétation du nord et la végétation du sud. Hein? La végétation du nord, c'est des feuillus et des conifères. Et il y a 3 conifères qu'on utilisait pour la construction des maisons. C'était le cyprès japonais, le cèdre et le pin pour différentes choses dans les maisons. Dans le sud, on avait une végétation semi-tropicale, des lauriers à feuilles luisantes et ce genre de machin-là. Donc, c'est vraiment une forêt tout à fait différente, mais qu'on a éliminée pour la remplacer par des espèces utilisées pour la construction. Là où il y a encore les anciennes espèces, c'est dans les sanctuaires, où là, il y a des nouvelles espèces, mais il y a aussi des espèces plus anciennes. On les a conservées. Mais donc, le reboisement a eu lieu, et c'est de ça que vivait le village à l'époque. Il n'y avait pas de jeunes hommes dans ce village-là. Les jeunes partaient après une 9e année, donc ce qu'on appelle l'école moyenne, ou la 12e année, après l'école secondaire, pour aller travailler en ville. Ils allaient travailler à Osaka ou Nagoya, qui étaient les 2 villes les plus proches, et ils revenaient pour la nouvelle année et aussi pour la fête des morts. Ça, c'est un jeune homme qui travaillait en ville, qui était revenu pour la fête des morts, durant l'été. Comme on peut voir, il a les getas, c'est-à-dire c'est des sandales en bois traditionnelles. Et il avait le style un peu des bandits de la grande ville, c'est-à-dire les yakuza, avec cette espèce de truc en laine qu'on met sur le ventre. Il y a une croyance au Japon, c'est que si on a des courants d'air sur le ventre, on a des chances de tomber gravement malade et donc d'avoir des problèmes intestinaux et tout. Donc, c'est une croyance. Pour mon père, c'était dans le dos. Les courants d'air dans le dos, c'était extrêmement dangereux. Des croyances assez semblables. Une des choses dans ce village-là, je pense qu'il faut noter, c'est que on m'avait appris qu'au Japon, les gens sont polis, les gens sont réservés, il y a la discipline, le contrôle de soi, le langage avec des niveaux de politesse et tout. C'est vrai, et ça l'est encore plus maintenant, c'était vrai à l'époque à Tokyo et dans les grandes villes. Beaucoup moins à Osaka qu'à Tokyo. Mais dans ce village-là, c'était tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de niveau de langage. Les gens parlaient un langage informel qui aurait été considéré totalement impoli à l'extérieur du village. C'est les blagues les plus grivoises que j'ai entendues, c'est dans ce village-là. Gestes à l'appui.
Je me souviens d'une espèce de party où on buvait du saké et tout à coup, il y a un homme qui se précipite sur les seins de la femme d'à côté qui n'était pas sa femme. Et en retour, elle lui saisit le pénis. C'est-à-dire, j'ai jamais vu ça au Québec. Et pourtant, à la cabane à sucre, quand j'étais enfant, il se passait des belles choses aussi, hein. J'ai toujours détesté la cabane à sucre parce que les hommes étaient saoux et faisaient n'importe quelle connerie. Et donc, pour moi, la cabane à sucre, c'est quelque chose qui n'est pas très positif, jusqu'à maintenant. Mais je sais que ça a changé, hein, mais à l'époque, à la campagne, ben, c'était des cabanes, hein, c'était pas comme maintenant, des espèces de grandes salles. On mangeait dehors et c'était pour se saouler, hein, qu'on allait à la cabane à sucre à la campagne. Mais donc, au Japon, vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais finalement, des relations sociales beaucoup plus faciles parce que les gens sont directs, informels, et c'était un peu un genre de comportement que je pouvais comprendre à partir de la campagne québécoise. La ville, c'était un peu plus difficile, hein, parce que là, les conventions sont strictes et il faut vraiment suivre des protocoles et tout, qui ne sont pas nécessairement faciles à suivre. Les premières années où je suis allé au Japon, ben, il y avait des Occidentaux, mais on était des attractions, hein, moins à Tokyo, mais dès qu'on sortait de Tokyo, les enfants venaient nous regarder en dessous du nez. Et, donc, c'était comme ça. Maintenant, c'est plus comme ça. Le Japon s'est beaucoup internationalisé. Et donc, ce genre de comportement n'était pas là. Donc, ça a été ma première recherche. Je suis retourné dans le village en 70 pour terminer, parce que je me suis aperçu en écrivant ma thèse qu'il me manquait des choses, c'est toujours le cas. Je faisais une recherche sur la religion populaire et je m'étais concentré seulement sur les rites annuels. Et je me suis dit, mais j'ai rien sur les rites du cycle de vie. Vraiment bizarre. Et là, je suis retourné l'année suivante pour avoir des renseignements là-dessus. Et aussi, je parlais des droits de pêche et je m'étais aperçu que je ne savais pas comment étaient divisés les droits sur la baie. Il y a 4 villages, hein. Dans la baie, on en voit 2 ici. Il y en a un autre qui est là, puis il y en a un autre qui est là. Mais c'est ces 2 villages-là, surtout, qui ont accès à la baie. L'autre est un peu à l'extérieur, une petite baie qui donne directement dans la mer. Et ici, c'est un village commercial. Donc, eux ne faisaient pas de pêche. Comment les droits étaient divisés entre les deux? Je m'étais bien aperçu qu'ici, il y avait des gros bateaux pour aller en haute mer. Donc, eux, s'étaient recyclés dans la nouvelle pêche, qui était la pêche en haute mer, parce qu'il n'y avait pas assez de poissons dans la baie. Eux, ils ne s'étaient pas recyclés. Eux, ils n'étaient plus vraiment pêcheurs. Il y en a qui pêchaient, mais on ne vivait pas de la pêche. On vivait d'autre chose. On vivait de la coupe du bois. Mais eux vivaient de la pêche. Et donc, comment on avait réorganisé ça? Et là, l'été 70, donc, j'ai appris comment les droits de pêche étaient organisés. Une des choses qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque et qui a toujours été un de mes intérêts par la suite et même auparavant, c'était comment les choses s'étaient transformées. Comment on en était arrivé là où on était dans ces années-là, dans le village qui s'appelle Sonnet. Et donc, je m'étais intéressé à tous les aspects politiques, les relations entre les villages, mais aussi économiques, c'est-à-dire comment la survie avait été assurée dans ce village-là, comment ça avait évolué. Et une des choses, il y avait 2 points que je trouvais intéressants, c'était les changements dans les modes de survie dans le temps, et le deuxième, c'était la migration vers les villes pour le travail industriel. Et ça, c'est 2 choses que je vais reprendre par la suite. Dans les recherches qui vont suivre, je vais m'intéresser à la campagne, mais à l'activité principale de la campagne, c'est-à-dire l'agriculture. Mais entre-temps, je suis arrivé ici comme prof en janvier 70, et c'était une époque de très fort nationalisme québécois, et où on trouvait que des recherches qui se faisaient ailleurs, c'était un grand luxe, et qu'il fallait ne faire de recherche qu'au Québec. Ça, c'était vraiment les étudiants à l'époque. Et bon, dans ce contexte-là, j'ai commencé à faire des recherches au Québec. J'en ai fait une avec Yvan Simonis à Huntington sur une espèce de groupe quartier
particulier de gens très pauvres, qu'on appelait les Zoulous, et qui avaient un problème génétique. C'est un gène albinoïde, donc certains des membres étaient facilement identifiables et tout. J'ai commencé ça, mais le groupe de recherche est rapidement devenu un groupe politique. C'est-à-dire que j'avais des étudiants qui sont devenus des marxistes radicaux de diverses tendances. Certains étaient trotskistes, d'autres étaient non affiliés, d'autres étaient maoïstes, donc marxistes-léninistes comme on les appelait à l'époque. Moi, j'étais marxiste à l'époque, sans dans aucune de ces tendances-là. Et ces étudiants-là ont commencé à s'intéresser beaucoup plus à l'activité politique qu'à la recherche. Ils ont organisé une grève ici en 72. Il y avait eu un problème avec un prof d'archéologie, et donc les archéologues qui n'étaient pas très politisés étaient venus voir le groupe d'étudiants qui leur avait organisé une grève qui a duré presque 2 mois, et qui les étudiants ont gagné. C'est-à-dire le prof a perdu, il est parti parce qu'il n'était pas content de la tournure des événements. Donc, ça, c'est la première recherche que j'ai faite. J'ai quand même écrit quelques trucs là-dessus. Par la suite, je me suis intéressé à l'agriculture au Québec. Un de mes étudiants, à l'époque, participait au mouvement des agriculteurs de Mirabel contre l'aéroport. Et je me suis intéressé à ça aussi. Donc, j'ai participé à des manifestations de gens de Mirabel. Et avec des gens de Mirabel et cet étudiant-là, André Bouvette, on a créé une espèce d'association qui s'appelait à l'époque la COPAC. Et on a essayé de rassembler des agriculteurs en dehors de la zone de Mirabel. Là où ça marchait, c'est à Nicolet. Et on est allé à Nicolet plusieurs fois. Les gens n'étaient pas contents de l'UPA. Donc, on a fait des rencontres avec des gens de l'UPA. Je me souviens d'une rencontre où j'avais engueulé un vice-président de l'UPA. J'étais, disons, celui qu'on envoyait engueuler les gens. À l'époque, j'engueulais beaucoup de gens. Ça a changé depuis. Mais c'était une période où je ne sais pas comment j'ai fait ça parce que c'est pas ma personnalité. J'ai beaucoup participé aussi au syndicat, à la fondation du syndicat des profs ici. Puis j'intervenais devant 600 personnes avec des grands discours en m'engueulant sur des points de droit avec des avocats. Je pourrais absolument pas faire ça maintenant. J'ai toujours détesté parler en public. Je comprends pas comment dans cette période-là j'ai pu le faire. C'est probablement à cause de l'assurance venant du militantisme et du fait de penser qu'on a raison, finalement, qui donne beaucoup d'assurance. Après ça, j'ai eu mes doutes et donc je suis moins intervenu dans ce genre de circonstances-là. Mais donc, la COPAC a donné lieu par la suite à l'Union paysanne. C'est-à-dire, c'est vraiment de là qu'est sorti ce regroupement qui s'est opposé à l'UPA et qui voulait une autre politique. Et le fondement de ce mouvement-là, c'était premièrement la défense de l'agriculture familiale et deuxièmement la défense de l'agriculture biologique. Et c'est vraiment de là qu'est sorti le mouvement d'agriculture biologique au Québec. Je dois dire que mon rôle là-dedans a été secondaire. La personne qui a vraiment eu un rôle principal, c'est André Bouvette, qui a été mon étudiant et qui n'a jamais fait terminer son doctorat. Donc ça a été mon expérience de recherche au Québec avant de retourner au Japon à partir de 1976.